J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde, j'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. Something you live, something you live, something you live, something you rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. Bonjour, l'intervenante que nous accueillons à présent s'appelle Karine Vadé-Perrault. Elle est designeuse graphique et elle est fondatrice de son propre bureau en design graphique Graines de papier. Créé en 2010 à Saint-Évarzec, il est le lieu de floraison de projets de communication variés, que ce soit pour des entreprises, des associations et des organisations. Sur support imprimé comme sur support numérique, la créativité de Karine Vadé-Perrault s'exprime au service des autres pour révéler leur singularité, leur identité et transmettre leur message. Cette inventivité, elle s'illustre plus spécifiquement par son travail sur le lettrage et la typographie. C'est ce champ graphique qu'elle nous propose aujourd'hui de découvrir. C'est un domaine qui lui tient tout particulièrement à cœur et qu'elle ne cesse d'explorer au travers de formations comme le programme TypeWest de la Letterform Archive qu'elle a suivi et sa participation au réseau international Alphabet qui fait la promotion de travail de Sam en typographie. Elle est également mentor sur la plateforme MyJobGlasses qui permet la mise en relation d'étudiants et de professionnels. Merci d'accueillir Karine Vadé-Perrault. Merci Pierre. Bonjour. Combien y a-t-il de façons de dire bonjour ? Une infinité probablement, et certainement au moins autant de façons de l'écrire. À l'écrit, on n'a pas le son. Et ici, la ponctuation va nous donner des indications sur la tonalité ou sur le rythme. Eh bien, la forme qu'on choisit de donner aux lettres, leurs caractéristiques, ça compte aussi. Les formes des lettres, leur taille, leur épaisseur, leur style, ce qu'elles évoquent pour nous va venir nous donner des perceptions différentes selon la forme des lettres pour voir ce qu'on écrit. Vous l'aurez peut-être remarqué, les lettres sont partout. Dans nos paysages, sur les bords des routes, dans les rues, sur nos maisons, sur les devantures des magasins. Elles ont toutes des traitements différents. C'est parfois discret. Les lettres sont aussi sur les vêtements qu'on porte et sur la nourriture qu'on mange. Et même si on ne comprend pas forcément ce qui est écrit, même si on ne peut pas forcément lire ou parler la langue dans laquelle le message est écrit, les lettres, la forme des lettres, la façon dont elles sont traitées, nous donnent des indications sur le message à percevoir. Et là, par exemple, on peut deviner que c'est un message humain, il est écrit à la main. Les lettres permettent de suggérer, elles permettent d'incarner des concepts et elles matérialisent l'impalpable. Ici, on peut imaginer l'avant-goût du vin qu'on boira si on ouvre la bouteille. On peut imaginer l'histoire qu'on lira derrière les couvertures de ces livres ou la musique qu'on peut entendre si on met le disque. Les formes des lettres guident notre perception du texte, des objets, de ce qui est écrit. Et parmi toutes les lettres que je viens de vous montrer, en fait, il y a plusieurs façons de les travailler.
on va dire qu'il y a 3 grands domaines dans l'univers de la lettre, qui sont la calligraphie, le lettrage et la typographie. Alors, on commence par la calligraphie. La calligraphie, c'est l'art de tracer des caractères à la main. Ces caractères peuvent être tracés avec une multitude d'outils. Ça peut être un pinceau et de l'encre. Ça peut être avec une plume, qui soit carrée ou pointue. Et ce qui compte en calligraphie, c'est le geste qu'on va adopter pour tracer les lettres. Les lettres sont vraiment tracées d'un seul geste. Et l'idée, c'est de maîtriser ce geste pour pouvoir donner vie aux lettres et leur impulser de l'énergie. Donc voilà, tout ça, ce sont des exemples hyper variés de calligraphie. D'ailleurs, la calligraphie n'a pas forcément besoin d'outils. Celui-ci, cet exemple-là, est tracé au doigt sur du givre. La calligraphie, on peut aussi aujourd'hui l'employer pour rendre des enveloppes jolies ou personnaliser des cadeaux. Ça fait toujours plaisir aux gens qui les reçoivent. Donc, je vous ai dit la calligraphie, ensuite le lettrage. Donc, je vous montre. Donc, dans le lettrage, les lettres sont dessinées. En calligraphie, c'est le geste qui compte. En lettrage, c'est la forme finale des lettres. En fait, on peut vraiment reprendre son geste, travailler son dessin, et les lettres sont dessinées comme on dessinerait un objet finalement. En calligraphie, il n'y a pas de repentir, on fait avec la trace qui est laissée sur la feuille. En lettrage, on travaille sa forme, on la dessine, on la redessine, on décalque, on gomme, on efface, on conserve ce qu'on trouve intéressant et on poursuit ces explorations. Donc, je vous montre le process de travail que j'ai adopté pour ce mot. Une des esquisses de départ qui n'était pas la première, mais déjà une sélection parmi celles que j'avais faites avant. L'esquisse finale, et puis le projet réalisé sur la vitre de mon bureau. En lettrage, on n'a pas besoin de dessiner tout l'alphabet, on ne dessine que les lettres dont on a besoin. Et ces lettres, même si on retrouve la même lettre dans le mot, elles ne sont pas forcément identiques. Donc là, vous voyez, les deux L sont traitées de façon différente pour conserver l'aspect fait main. Donc on avait la calligraphie, le lettrage et le troisième, pour faire simple, c'est la typographie. Qu'est-ce qui définit la typographie ? La typographie, c'est un ensemble de caractères. Des caractères qui sont mobiles et avec lesquels on peut composer. La typographie, c'est un outil. La typographie, c'est aussi un système. Donc là, vous en voyez 4 différents. Chaque système a ses caractéristiques propres, ses critères de proportion, de taille, d'épaisseur, de finesse. Et les caractères ne sont pas interchangeables. Quoique. Je vous propose un petit jeu. Ici, dans les mots que vous avez sous les yeux, j'ai glissé un intrus. Il y a un caractère qui ne fait pas partie du système de départ. Je l'entends chuchoter, vous l'avez tous. Oui, c'est le G. Ok, on va en faire un deuxième alors. Je vous laisse réfléchir, voir si vous le voyez. J'ai entendu la réponse. Oui, c'est le E. Alors, dernière chance.
Et celle-ci est plus compliquée. Quand on regarde des lettres, ce qui compte, ce n'est pas que la matière noire. On regarde aussi les espaces entre les lettres. Et si vous regardez au début du premier mot, il y a un truc qui cloche au niveau du A. La typographie, quand on travaille en typographie, on exerce aussi son œil. C'est vraiment un travail qui prend du temps et une compétence qui s'acquiert avec le temps. Donc, à chaque usage, sa typo. Vous êtes étudiant en design graphique. J'imagine que les typos, vous les utilisez et que vous avez déjà conscience de certains critères. Voilà, je donne un petit aperçu pour tout le monde. Celle-ci, par exemple, va évoquer quelque chose d'écrit à la main. Ici, on a une typographie qui pense être neutre. Celle-ci rappelle les marquages sur les caisses d'expédition. C'est une typographie qui permet de faire des pochoirs, par exemple. Ici, on est parti dans l'univers du cirque et du western. Et puis là, plutôt dans l'univers raffiné du luxe, avec cette typographie qui a des pleins et des déliés et des formes un peu raffinées. Donc en fait, les lettres nous racontent des histoires et on ne les choisit pas au hasard. À chaque resto, sa typo. Je pense que si on devait déterminer ensemble dans quel resto on va dîner ce soir, il est probable que notre choix soit influencé à un moment par l'enseigne du restaurant. Parce que cette enseigne, elle va nous guider sur le type de restaurant qui peut nous accueillir, sur la cuisine qu'on y sert, éventuellement sur la qualité des plats qu'on va y trouver, ou même sur l'addition et la gamme de prix qu'on sera prêt à payer. Donc, au-delà de ce qu'elles écrivent, les lettres nous parlent. Et si je change leur forme, alors ça peut impacter le sens. Par exemple, ici, on a une petite phrase toute sympathique, amicale. On peut imaginer que c'est un ami ou quelqu'un de proche qui nous l'a écrite. Et si je change le caractère, eh bien, je change mon propos. Donc la typo, vous le saviez sûrement déjà avant, mais alors ça se choisit soigneusement parce que si la typo est cohérente avec le propos, alors elle va soutenir le texte et le renforcer. Sinon, le risque, c'est de décrédibiliser, voire pire, on peut carrément changer le sens. Donc les caractères ne sont pas neutres. Et le choix d'un caractère, c'est forcément un choix engagé, qu'on en ait conscience ou pas. Pour poursuivre ce voyage en typographie, je vais vous parler de mon parcours. Quand j'étais étudiante, j'avais un rêve un peu flou de peut-être un jour créer une police de caractères. Vous savez, c'est ces polices dont on a accès dans les menus déroulants des programmes qu'on a sur ordinateur de traitement de texte. Ces polices, en fait, il y a des gens qui les créent, qui les imaginent, qui les dessinent, qui les conçoivent et qui les programment. Ces gens ne sont pas forcément connus, et même s'ils donnent leur nom ou un nom qu'ils choisissent à leur typo, eux restent souvent dans l'ombre et leur savoir-faire est méconnu.
Du coup, c'était plutôt quelque chose d'assez flou pour moi. Je ne savais pas comment on devient dessinateur de caractères. Et puis, l'idée que je me faisais de ce métier était assez éloignée de la réalité du moment où j'étais étudiante. Enfin bref, c'était pas le moment. J'ai laissé le rêve de côté. Et pour autant, mon parcours s'est poursuivi dans le domaine du design graphique, qui est un domaine en lien avec la typographie. Je crois qu'on ne peut pas faire plus proche. Et les lettres m'ont rattrapée. Et j'ai choisi de plonger complètement et sérieusement dans cet univers il y a quelques années. Et depuis 2019, je me suis formée avec des designers reconnus en calligraphie, en lettrage, en typographie, en suivant des formations en France et à l'étranger. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut incarner la parole à l'écrit. Je me suis demandé d'où viennent les formes des lettres et que transmettent-elles. Je me suis demandé comment est-ce qu'on peut transmettre l'émotion de ce qu'on dit avec des lettres qui sont figées sur un écran ou sur du papier. Et puis finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de les lire pour comprendre ce que les lettres ont à nous dire ? Et j'ai découvert qu'être dessinateur de caractères, c'est d'abord être conscient de l'histoire et comprendre l'origine des formes qu'on dessine. La typographie, c'est d'abord un voyage dans le temps, en fait. Depuis des siècles, les humains écrivent, conçoivent et utilisent des caractères. Et ce qui a commencé avec des signes dans l'argile, qui s'est poursuivi avec la gravure de caractères dans de la pierre, ou avec des lettres tracées à la plume sur les parchemins, est devenu caractère mobile en bois et en métal pour composer des mots, pour écrire du texte. Et aujourd'hui, on utilise tous nos écrans, nos claviers pour partager nos pensées de façon immédiate avec ces mêmes lettres. Et ce qui me fascine, c'est que les lettres ont traversé le temps, on les a adaptées à nos usages. Et voilà, c'est un aspect des lettres qui est assez étonnant. Parce que voilà, leur histoire a aussi façonné leur forme, et l'histoire des techniques pour les fabriquer a impacté leur forme. D'ailleurs, les premiers caractères en métal sont inspirés du tracé qu'on obtient en calligraphie à la plume d'oie. En fait, la façon dont on va tailler la plume, l'angle qu'on va donner à cette plume et la façon dont on va utiliser l'outil va venir impacter les formes des lettres qu'on obtient. Donc, je vous montre. On a là deux types d'utilisation de plumes qui vont venir donner deux types de caractères différents selon la façon dont on tient l'outil et l'angle qu'on choisit de lui donner. Ici, j'ai choisi de vous montrer les premiers ouvrages qui ont été imprimés avec des caractères en plomb. Le plus ancien, c'est celui que vous voyez sur la gauche de l'écran. C'est un traité bouddhique qui a été imprimé en Corée en 1377. Et sur la droite de l'écran, vous voyez la Bible de Gutenberg qui date de 1455. On utilise
typographie, donc le fait d'imprimer avec des caractères mobiles en plomb sur du papier depuis le XVe siècle. Et c'est une technique qui a été utilisée pendant 400 ans, jusqu'au XIXe siècle. Au XXe siècle, on a eu des évolutions vers d'autres techniques pour passer à l'écran et avec des techniques de composition des lettres qui se rapprochaient plus de la photographie, jusqu'à arriver aujourd'hui à la composition sur ordinateur. Donc être dessinateur de caractères, c'est connaître l'histoire. Pour moi, c'est aussi être magicien. C'est être magicien parce qu'on ajuste en permanence la lisibilité en déjouant les illusions d'optique pour que pour le lecteur et pour nos yeux, tout paraisse normal. Donc je vous montre un exemple. Si je trace une ligne verticale, un rectangle vertical d'une certaine épaisseur, et que je prends ce même rectangle et que je le tourne de 90 degrés, alors le rectangle horizontal va sembler plus épais que le rectangle vertical. Le dessinateur de caractères va corriger ça pour venir affiner le rectangle horizontal et lui donner une présence visuelle équivalente à celle du rectangle vertical. Si j'applique ça à des lettres, ici j'ai mes lettres qui sont dessinées avec strictement les mêmes rectangles au niveau mathématique. Et les voici ajustés optiquement. C'est subtil. Une autre subtilité, je vous montre. Vous pourriez penser que la barre horizontale du milieu, qui se situe dans le H ou dans le E, se trouve au milieu. Alors, pas exactement. Elle se trouve au milieu, oui, mais au milieu optique, pas au milieu mathématique. Sinon, ça cloche. Quand on travaille la typographie, je vous l'ai glissé tout à l'heure, on trace certes les formes des lettres, mais on est aussi conscient des contreformes des lettres, c'est-à-dire les espaces vides à l'intérieur des lettres. Et on est aussi conscient des espaces vides entre les lettres, qui font partie du corps de la lettre. Être dessinateur de caractères, pour moi, c'est aussi être joueur. Parce que pour moi, la typographie, en fait, c'est un jeu de construction, une espèce d'équation géante avec de nombreux paramètres qui ne se résout pas de façon évidente. Et il y a des centaines ou des milliers d'heures de jeu en perspective à chaque fois qu'on commence un caractère typographique. La première pièce de mon jeu de construction, si je travaille en minuscule, ce sera le N. La deuxième pièce de mon jeu de construction, c'est le O. Ce n'est pas un hasard, ces deux lettres-là ont des caractéristiques qui vont nous servir pour la suite de la construction. Et surtout, ces deux lettres-là sont interdépendantes, elles sont construites en relation l'une par rapport à l'autre, parce qu'elles conservent des proportions similaires. Si je reprends mon N, pour continuer le jeu de construction, mon N est composé de deux parties, un fût vertical et un autre fût avec une épaule en bleu ciel. À partir du N, je vais pouvoir construire le H, je vais pouvoir construire le M, le U et le I, par exemple. En fait, le N va être la base de construction de plusieurs autres lettres, et c'est pareil pour le O. Le O va nous donner des indications pour réaliser le C ou le E. Et maintenant que j'ai tous ces caractères, eh bien, je vais pouvoir les combiner entre eux pour obtenir d'autres formes qui se combinent ensemble, comme le L, le B, le D, le P et le Q.
Et ça fonctionne de la même façon pour les lettres capitales. Alors ça peut sembler simple, ça ne l'est pas parce qu'il faut garder en tête les illusions d'optique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, c'est un jeu constant d'ajustement et de réajustement et de prise de conscience de ce qu'on vient de dessiner et de vérifier si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Parce que dans une typographie, en fait, l'ensemble doit être cohérent. Et c'est important qu'il n'y ait aucun élément qui attire l'attention plus que les autres pour que la lecture soit fluide au final. Être dessinateur de caractères, c'est pour moi aussi être orfèvre. Orfèvre, pourquoi ? Parce que ce travail, c'est un travail de patience et de précision, qu'on travaille à très grande échelle sur des caractères qui sont destinés à être imprimés parfois 100 fois plus petites. Donc, je ne sais pas si au fond de la salle on voit le caractère sur lequel je travaille là, mais c'est le N qui est tout en bas. Ça donne une idée du rapport d'échelle. Ce terme d'orfèvre n'est pas choisi au hasard. Les premiers graveurs de poinçons et de caractères étaient véritablement des orfèvres. Et du coup, c'est vraiment un aspect du métier qui demande de la précision pour régler des détails qui n'en sont pas au final. Être dessinateur de caractères, enfin, pour moi, c'est surtout aussi être designer. Parce qu'on pense les caractères pour un usage et pour des utilisateurs. Un caractère doit apporter des solutions, peut apporter des solutions nouvelles, et il est ensuite utilisé par des gens qui vont soit l'employer pour de la mise en page, parce que ce sont des gens qui composent du texte, mais surtout l'utilisateur final, et celui auquel on pense aussi quand on crée une typographie, eh bien, c'est le lecteur. Et le designer va prendre en compte un certain nombre de paramètres et de contraintes pour déterminer les critères de la typographie qu'il va créer. Par exemple, est-ce que son caractère est destiné à de l'affichage, à être vu de loin ? Est-ce que son caractère, au contraire, est destiné à de la lecture au long cours, à l'édition sur papier ? Est-ce que son caractère est plutôt destiné à l'affichage, à la signalétique ? Ou est-ce que son caractère est-il plutôt destiné à de la lecture sur écran ou des applications ? Donc là, je vous donne seulement 4 exemples, mais en fait, il y en a une infinité parce qu'il y a une infinité d'usages. Donc là, c'est juste un petit aperçu. Ensuite, le designer doit prendre d'autres décisions. Je vous donne 2 autres exemples de décisions majeures qu'on prend avant de créer un caractère. Ça va être avec ou sans empattement. Les empattements, c'est les petites lignes qu'on voit sur la base du caractère. Et ces empattements sont là au départ parce qu'ils sont issus du geste calligraphique de la plume ou du pinceau. Et ces empattements ont aussi une fonction. Ils viennent faciliter la lecture et la circulation de l'œil sur la page de texte. C'est un confort pour le lecteur. Donc voilà en texte ce que ça donne. Alors, les caractères avec empattement vont évoquer un style un peu classique, mais surtout, ils ont un rôle fonctionnel. Et ils améliorent la lisibilité des caractères en petite taille. L'autre question,
que le designer va se poser, c'est titrage ou labeur. Alors, en résumé, titrage, c'est pour les titres, labeur, c'est pour les textes. Et pour faire simple, on peut prendre une image concrète. On ne choisirait pas la même paire de chaussures pour aller à une soirée de gala ou pour partir en randonnée. Donc si on a plutôt une soirée de gala, on va pouvoir choisir une paire de chaussures qui sera habillée, élégante, originale, et elle sera portée que quelques heures. Pour un texte court, qui a besoin d'attirer l'œil et de marquer l'attention, on va pouvoir choisir un caractère ou des chaussures qui ont une forte personnalité, une certaine originalité et des formes un peu étonnantes. Donc on parle d'un caractère de titrage. Et pour une journée de randonnée, on prendra plutôt des chaussures robustes qui vont tenir la distance et qui seront confortables. Au fond, nos yeux sont comme nos pieds. Ils ont besoin de confort si on leur demande un effort intensif. Et pour un texte long, dont le contenu va mobiliser l'attention du lecteur, alors le texte, lui, au contraire, n'attirera pas l'attention et on privilégiera des critères de lisibilité et de confort. Donc là, je vous ai donné 3 grandes décisions que doit prendre un dessinateur de caractère avant de travailler, mais il y a encore plein d'autres paramètres. Quelle épaisseur, quel contraste, quelle inclinaison, quelle proportion. Et il y en a une infinité d'autres. Quel angle. Et pour poursuivre notre voyage en typographie, j'ai choisi de vous présenter le caractère sur lequel j'ai travaillé en début d'année pour vous montrer comment naissent les caractères dans le cas particulier de la renaissance d'un caractère. C'est-à-dire que ce caractère, au départ, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Il existait sous forme matérielle uniquement. Il a été dessiné par Théophile Baudoir en 1857, et c'est un caractère en plomb pour lequel il n'existait pas de version numérique. J'ai choisi d'appeler mon caractère chlorophylle. Et avant de travailler sur ce caractère, il a fallu le choisir. Donc, j'ai feuilleté des centaines de pages d'archives et de spécimens typographiques. Les spécimens typographiques, ce sont ces catalogues de typographie qui étaient faits à l'époque par les fondeurs de caractères et les imprimeurs. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était impossible finalement de choisir un caractère dans lequel tout me plairait. Il y avait forcément des aspects qui me séduisaient et puis il y avait aussi des aspects qui me freinaient. Et à un moment, il faut prendre une décision. Donc, j'ai avancé et j'ai choisi ce caractère avec ses bons et ses moins bons côtés. Ce qui me plaisait, c'était son élégance, sa subtilité. Et mon but, c'était de proposer une version numérique de ce caractère en plomb et de le redessiner pour un usage contemporain. D'ailleurs, donc si vous regardez, à gauche, il y a le caractère d'origine et à droite, le caractère que j'ai redessiné. Dans le caractère d'origine, il manque le W. Le W ne faisait pas partie de l'alphabet à cette époque-là. Donc voici les sources à partir desquelles j'ai travaillé. Et là encore, on peut remarquer que tous les caractères n'y sont pas. Quand on crée une typographie, on ne fait pas seulement les lettres de A à Z en capital et en minuscule, et les chiffres de 0 à 9. On crée aussi toute la ponctuation, les symboles et d'autres signes qui permettront d'utiliser la typo dans d'autres langues. Et donc là, par exemple, j'avais pas d'arrobase, ni de point d'interrogation. Voilà. Donc il a fallu les imaginer. Et puis,
Pour être sincère avec vous, au début, je pensais vraiment que retracer un caractère à partir de formes existantes, ça allait pas être très compliqué, puisque de toute façon, j'avais tout sous les yeux, tout était là, imprimé sur le papier. Ouais. Sauf que voilà ce que j'avais sous les yeux. Cette forme est tout sauf nette. C'est pourtant un scan haute définition, mais la lettre que vous voyez là, en fait, elle est imprimée sur moins d'1 centimètre de hauteur. Donc forcément, quand on agrandit, ça pixelise et puis on voit plus rien. Donc on veut être très précis, puis c'est pas possible. Et on est obligé de filtrer les informations. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la bavure d'encre? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la fibre de papier? Et comment je vais faire pour pouvoir retrouver la forme originale du caractère en plomb qui a été gravé par Théophile Baudoir? C'est une vraie enquête. Et du coup, ce processus de filtration m'a rappelé le processus de filtration des plantes qui filtrent la lumière et l'eau pour obtenir de l'oxygène. C'est pour ça que mon caractère s'appelle chlorophylle. Donc voici le N de départ. Et voici comment il a évolué et comment mes yeux se sont habitués à le regarder et l'ont modifié pour, au fil des semaines, comprendre d'où venaient ces formes et où pouvait être le caractère original en plomb. Bon, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir redessiné le caractère en plomb. D'ailleurs, ce n'était pas le but. Il y a un moment où on comprend que c'est mission impossible parce qu'on est obligé de prendre des décisions qui s'en éloignent. Ce caractère était raffiné et il fallait que je comprenne ce qui apportait aux lettres cette élégance. Et donc, si vous regardez bien, je vais prendre un terme qui n'est pas du tout typographique, mais ça va vous parler, la plante du pied des N, enfin, la plante de ses pieds. Ce caractère est légèrement incurvé vers le haut. Je vous montre un détail qui n'est pas un détail, parce qu'il vient rendre léger l'ensemble des lettres. Voici des lettres aussi que j'ai dû modifier. Parce que du coup, ces lettres, pour moi, avaient des formes vraiment bizarres. On a l'impression que le ventre du B ou du N va tomber en avant, ils paraissent déséquilibrés. Du coup, je les ai redessinés à l'identique, et puis je les ai redressés. Je vous le refais. Au départ, et modifié. Voilà. Il retrouve un peu d'aplomb. Dans ce caractère, il y avait un truc qui me gênait, c'était la jambe du R. Dommage, parce que c'est quand même ce qui fait partie de l'ADN de ce caractère. Sauf que je pensais qu'on pouvait l'améliorer. Du coup, j'ai cherché une solution qui respecterait à la fois l'ADN de départ du caractère et puis une solution qui, à moi, pourrait me convenir et me semblait acceptable pour l'ensemble que je redessinais. Je me suis arrêtée sur celui-ci. Il y a d'autres caractères, comme le K, le M et le Y en capitale, qui étaient un peu à l'étroit. En même temps, Théophile Baudoir, il a gravé ses caractères en 1857, et la technique qu'il avait à l'époque n'est pas celle que j'ai aujourd'hui. Du coup, il avait des contraintes et il a fait avec. Donc, je ne critique pas son design, seulement je l'adapte à aujourd'hui. Et du coup, je suis venue faire respirer ces caractères et les élargir. Et puis une fois que j'avais mon ensemble de lettres, je me suis rendu compte que les parties verticales qui forment le haut des lettres étaient un peu courtes si je les compare à une capitale. Et que si je viens les agrandir, eh bien, je renforce l'aspect de légèreté du caractère. J'ai aussi travaillé les espacements entre les lettres. Donc à gauche, le caractère original. Au milieu, ma version qui
copie exactement qui conserve le même espacement que le caractère original. Et à droite, ma version avec ses espacements corrigés. Alors peut-être qu'à l'écran, ça ne se voit pas très bien ou que c'est un peu subtil, mais l'idée, c'est de rendre plus facile la lecture à nos yeux contemporains. Donc voilà mon caractère, les bas de casse et les capitales. Les chiffres, la ponctuation dans un ensemble plus complet que celui que j'avais dans ma source, les symboles et les caractères diacritiques. Qu'est-ce que c'est qu'un signe diacritique? C'est un élément qu'on vient ajouter à une lettre pour en changer la valeur ou la prononciation. Donc, on l'a pour les capitales, mais on l'a aussi pour les minuscules. Et bien sûr, Théophile Baudouard n'avait pas prévu tous ces caractères dans sa typo d'origine. Du coup, pour moi, c'était vraiment un grand défi parce que là, j'avais pas de guide et qu'en plus, moi, je parle pas les langues dans lesquelles on utilise ces caractères. Et je me suis rendu compte que quelques caractères en plus, quelques signes diacritiques en plus, ça permet de rendre mon caractère utile à plus de gens, dans plus de langues. J'ai compris qu'en agrandissant les possibilités d'un jeu de caractères, on a aussi un rôle d'inclusivité. Et que faire une police qui soit adaptée au plus grand nombre de langues possibles, c'est une façon d'ouvrir nos horizons et d'accueillir la diversité. Très sincèrement, au début, les caractères diacritiques, j'avais pas envie d'attaquer. Et je me suis fait prendre au piège et je suis tombée dedans et j'adore ça. Au début du processus de travail sur ce caractère en plomb, j'étais loin d'imaginer ce que la typographie pouvait me faire découvrir à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je sais que la typographie, c'est quelque chose qui se transmet à travers le temps et qui crée du lien entre les gens. Travailler sur ce caractère en plomb, ça m'a inspiré que les lettres sont un peu comme les humains. Donc, comme nous, les caractères ont un corps et une variété de critères physiques et de façon de les combiner qui est infinie. Comme nous, les caractères ont des bons côtés qu'on apprécie et d'autres dont on est un peu moins fier et qu'on aime moins. Au final, ce qui compte, c'est l'image globale et les petits éléments qui vont venir colorer la personnalité de chacun. Au final, pour moi, travailler sur ce caractère en plomb, c'était aussi un processus pour grandir et pour s'accepter soi-même et les autres, tels que nous sommes, tout simplement. Les lettres, pour moi, c'est un terrain de jeu infini. C'est le point de départ de rencontres humaines et de découvertes inattendues. Et j'ai découvert que les gens qui s'intéressent aux lettres forment, de par le monde, une communauté ouverte, positive, accueillante, diversifiée. Et c'est vraiment un plaisir d'en faire partie. Au fond, les lettres, c'est ce qui incarne nos différences et nos richesses de langue ou de culture, mais c'est aussi ce qui nous relie. Quand j'étais étudiante, dessiner un jour des polices de caractère me semblait un rêve inaccessible. C'est pourtant ce que je fais aujourd'hui. Alors,
si j'avais un seul message à vous transmettre aujourd'hui, c'est que, quelles que soient les études qu'on fait, on peut apprendre et on peut se former tout au long de la vie. Que chacune d'entre nous a sa place à prendre dans le monde dans lequel on vit. Et quoi que vous vouliez faire, vous pouvez le faire. Même si aujourd'hui ça vous paraît un peu flou et que vous ne savez pas exactement comment, un jour vous saurez. Et surtout, gardez en tête que c'est possible. Alors, des questions ? Bonjour et merci. Moi, j'y connais rien en typographie, donc j'étais vraiment très intéressé par votre intervention. Sur le caractère chlorophylle, alors, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais vous avez travaillé très finement les lettres, et j'ai l'impression que sur les chiffres, vous avez pris une option plus radicale par rapport aux chiffres d'origine, qui était, si je ne me suis pas trompé, au début aligné en bas, et vous avez choisi, alors je ne sais pas comment on dit en typographie. Oui, l'alignement des caractères, vous êtes fin observateur. L'alignement haut ou l'alignement bas. Oui, vous êtes vraiment fin observateur. Je vous ai présenté un aperçu des changements que j'ai faits sur cette typographie. Je pourrais en parler des heures. J'ai passé des heures dessus. Et du coup, oui, je vous confirme que j'ai opéré des choix radicaux sur les chiffres. J'ai conservé la forme des chiffres, mais sur le 8, on a les mêmes problèmes qu'on observait sur les caractères capital ronds, avec un 8 qui tombe ou qui est tout bizarre. Et surtout, l'alignement des hauteurs des lettres, j'ai appris, en travaillant sur ce caractère, que c'était une bizarrerie de la typographie française de cette époque-là. Les autres étudiants qui ont travaillé avec moi sur un projet de redessiner un caractère typographique avaient d'autres typographies, d'autres origines. Et tous les caractères d'origine anglaise ou américaine n'avaient pas la même disposition des chiffres par rapport à la ligne de base. Et du coup, j'ai enquêté, je me suis renseignée avant de prendre une décision radicale. Mais ma volonté, c'était aussi d'adapter le caractère à un usage contemporain. Donc voilà, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui avec ces chiffres qu'on dit elzéviriens parce qu'ils ne sont pas tous alignés sur la même ligne. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question plus sur l'inclusivité. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur la typographie, mais plus à destination de la dyslexie et des problèmes en général, de dysgraphisme aussi? Alors, non, pas encore. Pour autant, c'est des sujets auxquels je suis sensible. En fait, mon parcours en typographie, il est assez récent. Mais du coup, c'est vrai que quand on s'intéresse à la typographie, on s'intéresse aux lecteurs. Et il n'y a pas que des lecteurs qui ont une bonne vue ou une bonne compréhension des caractères. Et je me suis rendu compte que c'est un champ qui est assez délaissé ou pas forcément hyper exploré. Alors, il y a des solutions qui existent, il y a des gens qui travaillent dessus. Mais plus il y aura de gens à créer des typographies et plus il y aura de solutions pour d'autres usages aussi. Bonjour.
Je voulais juste savoir si je voulais écrire avec chlorophylle sur mon ordinateur, je fais quoi? Alors le caractère n'est pas encore disponible. D'accord. J'ai encore du travail à faire dessus parce que dessiner un caractère, c'est une chose. Le mettre à disposition du public de façon utile, enfin, le produire, enfin, assurer toute la production du caractère et s'assurer qu'il n'y a aucun bug, c'est encore une autre partie et qui, pour l'instant, n'est pas faite ou est en cours. Voilà, mais j'ai bien l'intention de rendre un jour ce caractère disponible pour que des gens puissent l'utiliser dans plein de langues. Merci. Merci pour votre question. Bonjour. C'était pour savoir, ça n'a un peu rien à voir avec les autres questions, mais qu'avez-vous ressenti une fois que vous aviez terminé Chlorophylle? Une fois que j'ai terminé ce caractère? Oui. Alors, il n'est pas terminé. Disons que la première étape est terminée. En fait, pour moi, c'était vraiment un voyage et une aventure assez intense de travailler sur ce caractère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, je pensais que possiblement j'allais m'ennuyer à faire ça. Du coup, j'ai choisi un caractère qui était un peu un défi pour moi, en me disant, oui, il a l'air intéressant, je ne sais pas ce qu'il va m'apprendre. Et je ne me doutais pas de tout ce qu'il m'apprendrait, du coup, sur ces différents plans. Mais il y a aussi, quand on arrive à cette étape-là, j'ai ressenti aussi la satisfaction de pouvoir concrétiser les choses et d'être véritablement capable de créer un caractère qui soit utile à d'autres gens. Et ça, c'est super intéressant. Bonjour, j'avais une question. Vous avez fait vos études dans quel établissement? Pour le lycée ou pour les études supérieures? Je vais répondre globalement à la question. J'ai été lycéenne en Normandie et ensuite j'ai étudié la photographie à l'École nationale de la photographie à Arles. En fait, c'était déjà une façon d'exercer mon œil et mon regard. C'est le point commun avec la typographie. Et puis, en fait, j'ai pas un parcours classique ou pas forcément un parcours entre guillemets recommandable. Néanmoins, c'est mon parcours, c'est celui qui m'a construit et qui a fait que je suis là aujourd'hui devant vous. Après la photographie, je suis venue en Bretagne pour naviguer à Concarneau. Et j'ai travaillé avec un photographe de mer. Puis je me suis rendu compte que finalement la prise de vue, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on en fait après, comment on les utilise, comment on les met en page, comment on les valorise. Et du coup, j'ai repris une formation professionnelle pour devenir graphiste. Et voilà, à peu près. Est-ce que ça répond à la question ? Je voulais te demander, donc chaque caractère a un usage. Est-ce que si par exemple une entreprise te demande de faire un caractère spécial pour eux, qui doit être utilisable aussi bien en imprimerie qu'à l'écran, qu'en publicité, est-ce que tu vas leur proposer plein de caractères différents ou plutôt un caractère que tu vas faire en sorte qu'elle soit utilisable partout ? Alors, si le but est de faire un caractère qui soit utilisable pour différents usages, effectivement, on travaillera un caractère. En fait, la typographie, c'est un travail long et possiblement pour le client un véritable investissement. Donc, en général, quand on a une demande comme ça, on crée une typographie qui va avoir un usage souple.
Bonjour, je me demandais, dans les caractères spéciaux que vous avez montrés sur Chlorophylle, il y a plusieurs variations de lettres, etc., mais il n'y a aucune présence de ligature. Est-ce que c'est quelque chose qui sera ajouté plus tard, ou alors vous ferez une typo sans aucune ligature? C'était bien observé aussi. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas travaillé les ligatures. Mais les ligatures, c'est quand même la finesse, ce qui fait la finesse d'une typographie dans son usage. Donc oui, il est prévu de faire des ligatures. Et ce sera la dernière question. Merci beaucoup.